Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de redevabilité. Crise sécuritaire persistante, vague de déplacés internes, écoles fermées ou sous-abri de fortune, manque de salles de classe, baisse du niveau des acteurs, enseignants contraints de fuir, élèves déracinés, traumatisés. L'école burkinabé traverse une zone de turbulence sans précédent. Pourtant, dans ce contexte si difficile, elle résiste. Elle tient bon. Dans les zones les plus éprouvées ou les localités d'accueil de ceux qui ont fui, des enseignants continuent de transmettre le savoir avec les moyens de bord. L'État et ses partenaires ne baissent pas les bras. Des parents s'organisent et surtout, les élèves gardent espoir parce que pour beaucoup, l'école n'est pas seulement un droit, c'est une planche de salut. Aujourd'hui, le Burkina Faso fait face à une double exigence. Assurer d'abord l'accès à l'éducation pour tous les enfants sans distinction et renforcer un système scolaire capable de tenir debout face aux crises. Mais comment y parvenir? Quelles sont les politiques et les initiatives en cours? Et surtout, que faire de plus ensemble? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Face aux Veilles, votre rendez-vous mensuel coproduit par la télévision BF1 et le studio Yafa de la Fondation Hirondelle. Vous êtes bien dans le programme Faciliter la redevabilité et la veille citoyenne avec la société civile. Et comme il est de coutume sur ce plateau, je suis en compagnie de Astrid Nikiema. Astrid, bonsoir. Bonsoir Azak. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de Face aux Veilles. Et comme vous le savez, nous parlons ce soir du système éducatif burkinabé. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Victorien Ki. Il est représentant du ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales. Merci. Hassan Sankara, il est secrétaire exécutif du CCBF, le cadre de concertation des associations et ONG actives en éducation de base au Burkina Faso, c'est bien ça? Bien Merci ça. à vous aussi. Merci, madame. Et Christophe Yen, il est chercheur en éducation. Bonsoir et merci d'effectuer le déplacement ce soir. Nous n'oublions pas le public de ce soir, composé essentiellement des membres du CCEB et du personnel de la Fondation Hirondelle. Bonsoir à tous et bienvenue. Une fois de plus, soyez tous donc les bienvenus. Et mesdames et messieurs, le principe de cette émission ne change pas, vous le savez, c'est une émission qui est organisée avec la collaboration de tout un chacun de vous. Le citoyen lambda a été interrogé dans le cadre du sondage Viamo et Astrid Nikiema. Les résultats sont assez éloquents. Effectivement, Abdul Razak, ils sont plus d'un millier à se prêter à cet exercice. Ce rapport de sondage rapide, publié le 9 juillet 2025 sur le service 321, se présente comme suit. Plus de la moitié, soit 69% des personnes, pensent que les enfants ont les mêmes chances d'accéder à l'école au Burkina Faso, contre 20,7% des répondants qui ne sont pas de cet avis. À la même question, il faut noter que 10,3% des participants n'ont pas souhaité donner leur avis. Pour l'évaluation de la qualité de l'offre éducative au Burkina Faso, il faut noter que 56,3% évaluent la qualité de l'offre éducative au Burkina Faso comme satisfaisant et 25,5% pensent qu'elle est modérée, 9,3% pensent qu'elle est faible et 8,9% des participants n'ont pas voulu se prononcer sur la question Razak. Merci beaucoup Astrid Nikiema, ce qui nous permet tout de suite donc de rentrer dans le vif du sujet. Et là, je me tiens maintenant vers Yen. Vous êtes chercheur dans le domaine des sciences de l'éducation. Pour vous aujourd'hui, comment se porte le système éducatif burkinabé? Merci, mais avant de commencer, je voudrais dire merci à BF1 et à Face aux Veilles pour le cadre qu'ils nous offrent de nous exprimer sur cette question de l'éducation. Alors, l'école burkinabé, on dirait, se porte bien,
Parce qu'en réalité, malgré l'adversité, malgré tout ce qu'on vit comme attaque terroriste, l'école fonctionne, elle est debout. Les examens sont organisés, mais il y a tout de même des insuffisances qu'il faut corriger en termes d'accès, en termes de qualité, à tous les niveaux, aussi bien au niveau des élèves que des enseignants. Donc c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu. Voilà. Merci. Monsieur Hassan Sankara, en quelques mots, comment vous évaluez la qualité, on va dire l'état des lieux du système éducatif burkinabé aujourd'hui? Merci à BF1, à Faso Veille. Et avant tout propos, au nom du conseil d'administration du CCEB, le secrétariat exécutif et tous les membres du CCEB, c'est vraiment souhaiter du courage et féliciter nos forces de défense et de sécurité pour le travail abattu sur le terrain et surtout les collègues enseignants qui sont dans des zones difficiles. Nous étions sur le terrain tout récemment, il y a des témoignages qui donnent froid au dos. Donc ça voudrait dire, avec tout ce qu'on a comme chiffres que vous venez de détailler tout de suite, et les résultats de cette année qui semblent être historiques, je pense que l'école burkinabé se porte bien. Ce n'est pas le représentant de l'enseignement de base qui dira le contraire. Monsieur qui, Victorien? Ok, merci bien pour la parole. Merci également au CCEB de nous avoir associés à cette émission. Et aimable public aussi, merci d'être venu pour nous suivre. Et par rapport à cette question, je voudrais dire que, comme M. Yen vient de le dire, l'éducation, malgré toutes les adversités, se porte bien au Burkina Faso. Parce que quand on regarde ce qui se passe, et les enfants continuent de partir à l'école, même s'il y a des difficultés d'accès au niveau de certaines zones, mais des efforts sont faits. Et les enfants continuent d'aller à l'école. Les enfants continuent d'aller à l'école. Aujourd'hui, je l'ai relevé dès l'entame de cette émission, l'insécurité, c'est l'autre facteur en tout cas qui ébranle ce système. Quelle est l'ampleur aujourd'hui? Parce qu'on sait aussi qu'au-delà de la situation, beaucoup d'efforts sont faits, en tout cas au niveau des acteurs. Quelle est l'ampleur du phénomène, de la situation aujourd'hui? Ok, par rapport à la situation, sans vraiment chiffres à l'appui, je crois qu'il y a eu des efforts au niveau gouvernemental qui ont permis donc d'ouvrir beaucoup d'écoles et installer donc les forces de défense et de sécurité, les VDP, et qui ont pu permettre en tout cas à beaucoup de villages de se réinstaller et d'ouvrir les écoles et assurer la continuité éducative. On n'a pas encore de données chiffrées, c'est ça? Bon, pour le moment, en tout cas... Les derniers chiffres qu'on a datent de 2023. Oui. Vous parlez de milliers, de plus de 6 000 écoles fermées. Oui. 2 années après, on sait que beaucoup d'efforts ont été déployés, beaucoup d'efforts ont été faits par les acteurs. On n'a pas encore de données chiffrées. Oui, les données chiffrées, bon, on essaie de ne pas trop communiquer aussi sur ce qui ne nous arrange pas. Parce que l'essentiel est l'essentiel ailleurs, est, on est en train de travailler pour ouvrir les écoles. Et en tout cas, à ce niveau-là, des efforts sont faits. Et il y a des écoles qui sont ouvertes et les enfants continuent d'apprendre. C'est le plus important. D'accord. Monsieur Ki, vous représentez le ministère ce soir. Dites-nous quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises pour s'adapter au contexte. Alors déjà, il y a eu donc la mise en place d'un secrétariat permanent, on appelle le STESU, secrétariat permanent de l'éducation en situation d'urgence, donc qui s'occupe vraiment de toutes les questions relatives donc à la question sécuritaire en lien avec l'éducation. Donc ce secrétariat permanent a mis en place donc une stratégie, la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence, et qui constitue donc le tableau de bord de cette institution-là et qui accompagne vraiment l'éducation dans cette situation de crise-là. Est-ce qu'on peut dire, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça paie vraiment? Oui, ça paie vraiment, surtout avec l'apport des partenaires techniques et financiers, les ONG et associations. Ça paie parce que déjà, dans votre laïus, donc, vous avez fait remarquer que jusqu'à présent, il y a des enfants qui sont dans des abris précaires. Nous, on les appelle les espaces temporaires d'apprentissage. Donc, avec l'accompagnement des partenaires donc, de l'éducation, on a pu délocaliser certaines écoles, les replacer dans les zones qu'on appelle les zones de repli, où on a installé donc des espaces temporaires d'apprentissage scolaire et qui accueillent les enfants.
En Voilà. tout cas, quand on regarde les taux, c'est fort encourageant. La région du Sahel qui vient en tête au classement de le taux de succès au baccalauréat, la région du Sahel qui vient en tête. Oui, parce que tout cela, c'est une conjugaison des efforts de l'État donc, avec ses partenaires. Parce que ces zones-là, on ne les a pas laissées vraiment dans la détresse. C'est des zones qui ont reçu vraiment de l'appui, que ce soit de la part du gouvernement ou bien des partenaires techniques et financiers. Et les acteurs aussi ont été encouragés. Voilà, ils ont eu suffisamment, en tout cas, de conseils et d'appui pour pouvoir prendre en charge ces apprenants-là. Et c'est ce qui donne vraiment ces résultats dont vous parlez tout de suite. D'accord. Je me tourne vers vous, M. Hassan Sankara. Quelle initiative portent les ONG et associations membres du CCEP pour favoriser l'accès à l'école? Il faut dire que le CCEB est un réseau d'ONG, associations en éducation de base, et nous sommes représentés dans les 13 régions et dans les 45 provinces. Ça veut dire que c'est nos membres qui sont sur le terrain qui font le travail. Tout récemment, nous étions dans la région du centre-sud, de l'Est, du centre-Est et de l'Est. Nous avons échangé avec nos membres qui sont sur le terrain. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je sais que je ne vais pas citer des régions avec les formations reçues, et quand il y a eu des alertes au niveau des écoles, il y a des dispositions qui sont prises pour protéger les enfants et les enseignants. Je sais que la dernière attaque au niveau de la Tapua, de Diapaga, il y a eu une situation difficile et un enseignant qui était formé à ça a pris les dispositions pour pouvoir protéger les enfants. Donc c'est le rôle des ONG de pouvoir accompagner l'État dans la mise en œuvre qu'on appelle de la politique. Et la continuité éducative vraiment est des réalités sur le terrain avec l'appui des différents partenaires, que ce soit les ONG, les partenaires techniques et financiers. Y a-t-il un accent aussi particulier pour les enfants en situation d'handicap? Exactement. Je pense que le CCEB même vient de conduire un projet dans ce sens, les enfants en situation de handicap dans 140 écoles, donc 40 CEP. Et là, nous avons accompagné les parents, nous avons formé les enseignants, nous avons doté ces écoles de AGR, des rampes d'accès, etc., etc. Donc c'est la contribution des ONG d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que jusqu'à présent, les ONG et partenaires techniques du ministère continuent d'accompagner le ministère malgré les conditions difficiles. Merci beaucoup. Vous insistez donc sur la capacité de résilience de toutes les communautés. Là, je me tourne vers M. Christophe Hien, vous qui êtes expert dans le domaine des sciences de l'éducation. Quel a été l'impact véritable de cette crise sécuritaire sur l'école burkinabé? Alors, l'impact de cette crise se situe à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les fermetures d'écoles. Il y a les déplacements massifs d'élèves et d'enseignants. Il y a aussi que l'administration scolaire, à un moment donné, était déstructurée du fait des déplacements. Et donc, du coup, ça fait que ça a impacté temporairement certains programmes dans certaines régions. Mais comme l'ont dit les autres interlocuteurs, avec l'appui des ONG, de l'État et des partenaires techniques, on essaie avec les zones temporaires d'éducation, avec les zones de repli, avec beaucoup de stratégies qui ont été développées justement pour rattraper les retards scolaires. On tend de plus en plus à être dans la norme, même s'il y a encore des choses à faire. Et malgré tout, il y en a qui seront exclus de ce système parce que le contexte est assez précaire et assez difficile. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec ces acteurs qui finalement n'ont pas pu intégrer le système de rattrapage? OK. À ce niveau, je pense qu'il y a des dispositions qui sont prises. Et il y a le fait qu'on a développé justement les formations à l'artisanat, au métier, justement avec la création du ministère en charge de la formation professionnelle. Donc ces personnes-là peuvent être récupérées justement dans ce circuit. Mais avant ça même, il existait justement des cadres justement pour prendre en charge ces enfants. Et il y avait même avant la crise des passerelles entre ces écoles et les écoles formelles. Donc ce dispositif existe toujours et va continuer d'exister et va permettre avec la formation professionnelle de former un ensemble d'enfants qui ont quitté les écoles. Parce que les parents se sont rendus compte qu'en fait, quand les enfants ne vont pas à l'école, ils sont plus
à la disposition des groupes terroristes parce que désœuvrés, et justement, on peut recruter parmi eux. Donc, le cri du cœur des parents, c'est de dire que, quand on était à FADA, on a dit que même s'il faut que l'école ouvre et que les enfants soient à l'école tous les jours, ça nous rassure, plutôt que d'être hors de l'école, parce que hors de l'école, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas qui les approche. Donc, justement, ces cadres-là sont très importants pour, justement, la reprise en main de ces enfants et pour leur assurer un avenir. Et il y a un programme qui va se mettre en place et qui a été développé par une ONG dont je vais taire le nom, qui consiste à développer aussi des formations à distance, à travers le numérique, pour justement permettre à ces personnes-là qui ont quitté brutalement l'école d'apprendre des métiers à travers certains supports, parce que justement, si on n'arrive pas à accéder à des zones à fort défi sécuritaire, il faut quand même qu'il y ait que l'éducation et l'apprentissage continuent. Monsieur Hassan, comment avez-vous accueilli les résultats des examens scolaires au niveau de l'éducation de base? C'est vraiment avec satisfaction pour avoir suivi un peu ce qui s'est passé et dans des conditions difficiles que les collègues ont travaillé. J'ai échangé avec certains acteurs. J'ai dit, bon, je veux comprendre. Ces résultats, 89%, c'est quand même éloquent. Et vous savez, je suis enseignant de formation. Dans un milieu comme l'enseignement, si l'enseignant est honoré et respecté, il donne le meilleur de lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Au niveau du CCEB, nous avons fait un travail sur 3 défis. La question des programmes, la question enseignante et la participation communautaire. Sur la question enseignante, la valorisation du corps enseignant. On a senti qu'il y a cette valorisation qui est sur le terrain et les gens sont contents. Je ne parle pas des aspects pécuniaires. Mais quand on voit au niveau des leaders, au niveau des responsables politiques, au niveau administratif, que des efforts sont faits, ça encourage l'enseignant qui est sur le terrain de donner le meilleur de lui-même. Et la question de l'organisation pratique au niveau des examens. Quand on a suivi au niveau du ministère, il y a eu en tout cas une autre organisation qui est en cours, la délocalisation. Ça a permis aussi d'être près des acteurs, des bénéficiaires et réussir les examens. On n'a pas une étude formelle, on n'a pas un sondage d'opinion, mais déjà ce qui nous parvient, en tout cas, c'est vraiment des efforts qui ont été faits que je salue au passage, sur tous les collègues qui sont dans les zones difficiles, comme l'Est, le Sahel, etc. D'accord. Et vous, monsieur Ien, que pensez-vous des résultats des examens scolaires cette année? Oui, les examens scolaires sont éloquents. Et vous aviez tantôt posé la question sur le Sahel. Alors, la question est revenue une fois en discussion entre chercheurs, mais il y a des données sur la question. En fait, les zones à fort défi sécuritaire reçoivent même plus d'appui que les zones normales. En termes d'appui d'ONG, en termes d'appui de l'État, en termes d'initiatives communautaires, il y a tous ces appuis. Et puis, il faut remarquer que dans ces zones aussi, les effectifs ne sont pas aussi pléthoriques qu'on le connaît ailleurs. Donc, le suivi et l'encadrement est plus aisé. Et donc, les résultats que nous avons, personnellement, ne me surprennent pas. D'accord. Voilà. Et quels sont les défis à l'heure actuelle? Alors, les défis, c'est de maintenir le cap. Le défi majeur, c'est de maintenir le cap et de faire en sorte de libérer le maximum de zones pour que ceux qui sont dans les zones encore sous emprise puissent bénéficier de l'appui de l'État et des ONG. Vous parlez tantôt de ces chiffres qui sont éloquents, qui encouragent parfois, mais en même temps, ces chiffres cachent une autre réalité. On se rend compte que le nombre de candidats est en baisse à bien de niveaux. Quand on prend le cas du baccalauréat, par exemple, en 2024, je pense que nous étions à plus de 120 000 candidats. En 2025, on parle de 112 000 candidats. Où sont passés? C'est plus de 7 800 candidats. Il manque à l'appel. Oui, vous touchez à un problème, mais en fait, ce n'est pas que les élèves ont fui les classes. Non. Il y a le fait que quand on se déplace, on a un peu investigué sur le terrain quand on se déplace. Vous savez que de plus en plus, je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres, partout les filles sont les plus nombreuses. Du CP1 jusqu'au bac, elles sont les plus nombreuses. Ça voudrait dire, mais là il faut investiguer, mais on a des prémices. Il y a quelques débuts de réponse. C'est que les garçons de plus en plus s'intègrent dans la vie active. Voilà. Et justement arrivent à s'adonner à des petits métiers. Et si vous avez remarqué, l'État aussi a récupéré un certain nombre à travers des centres, voilà, qu'on forme. Ça peut expliquer cela, en attendant que les études formelles ne viennent élucider la situation. Sinon, la baisse du nombre, il faut regarder, mais ce n'est pas le fait que c'est forcément dû
À un abandon de classe. Voilà. Mais c'est dû peut-être au fait que des enfants sont en train de s'orienter vers d'autres alternatives, je dirais, d'éducation, voilà, qui font qu'ils ne sont pas forcément dans le formel, mais qu'ils apprennent des métiers pour justement appuyer le développement. Merci, M. Ien. Monsieur Ki, est-ce qu'au ministère de l'enseignement de base, vous avez fait aussi cette remarque, cette baisse du nombre de candidats aux examens? Et quelle analyse en faites-vous? Oui, bon, en tout cas, cette année particulièrement, en tout cas, le nombre a un peu baissé. Et comme vous le savez, nous traversons vraiment une crise. Et bon, au regard donc des écoles qui sont fermées, on ne pouvait pas s'attendre aussi à plus de candidats. Voilà. Mais comme il l'a si bien dit ici, c'est au niveau du post-primaire et secondaire, il y a quand même des gens qui ont essayé d'adopter donc les cycles courts, voilà, pour ne plus faire de longues études. Donc après peut-être le BPC, ils s'orientent dans un métier et ils arrivent à s'insérer activement dans la vie pour ne pas aller jusqu'au bac. Monsieur Hassan Sankara. Je pense qu'au-delà de ce que les deux collègues ont présenté, il y a les aspects communautaires, les aspects qu'on appelle des crises qui existent, et il y a d'autres phénomènes aussi comme l'orpaillage. Et aujourd'hui, les jeunes sont au niveau des sites d'orpaillage. Et c'est un phénomène qui existait. Nous, on a fait des sondages depuis 2012-2013 et il y a le décrochage à partir de ces sites d'orpaillage qu'il faut essayer de voir. Aujourd'hui, la question de la recherche du gain facile est une réalité. Donc, il faut avoir d'autres approches. Heureusement qu'au niveau du ministère, il y a des réformes, des innovations en cours qui permettent de ressaisir un peu qu'on appelle ces insuffisances-là et cadrer en réalité avec notre contexte. Le Burkina est un pays minier. Ça, il faut que l'éducation prenne en compte cette dimension. Voilà. Il y a des localités où vraiment il y a beaucoup d'abandon pour aller sur les sites d'orpaillage. Voilà. Et il y a d'autres phénomènes qui peuvent s'ajouter. D'accord. Monsieur Sankara, revenons sur le plan stratégique de l'éducation 2017 à 2030. Concrètement, pour vous, qu'est-ce qui change? Ce qui change, bon, c'est vraiment les réformes en cours. Quand je vois au niveau du MENA PLM, il y a des innovations en cours. Par exemple, je sais qu'il y a un arrêté où on demandait à chaque chef de circonscription de mettre en place ne serait-ce qu'un CEP, communément appelé, qu'on appelle jardin scolaire, qu'on appelle la petite enfance. Et ça fait que ça a augmenté le nombre. Sinon, on était aussi autour de 6,9%, ce qui est vraiment insignifiant. Ça, c'est déjà quelque chose. Il y a la question des métiers. Dans chaque école, on a demandé de faire des jardins, de faire des champs scolaires pour améliorer la cantine et la préparation en vue de la cantine endogène. Donc, autant de mesures, si elles sont appliquées, je pense que vraiment ça peut améliorer notre système éducatif qui doit cadrer avec notre réalité. Surtout que la question de la souveraineté, dont par nos autorités, doit partir de là. Et selon vous, si on devrait se projeter dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi ressemblerait peut-être cette dynamique? Je pense qu'à ce niveau, nous avons accompagné le ministère dans le cadre de l'éducation sociale et financière. On aura des citoyens responsables qui peuvent comprendre l'importance de leur pays, comment contribuer au développement de leur pays, n'est pas s'en tenir seulement au concours de la fonction publique. On va créer des entrepreneurs. C'est ça qui est important. Ce n'est pas seulement attendre les concours de la fonction publique. Monsieur Ien, je rappelle, vous êtes un chercheur dans le domaine de l'éducation ici au Burkina Faso. Dites-nous, quels sont les freins culturels et ou économiques les plus récurrents qui empêchent certains enfants d'être scolarisés? Alors, je prendrai le cas des filles qui trouvent une solution de plus en plus, parce que justement, il y a des préjugés. Par exemple, vous imaginez, avant et pendant cette crise, certains enfants, pour des questions de menstrues, quittent l'école parce qu'il y a des moqueries à l'école. Ça, c'est des trucs que beaucoup d'enfants n'acceptent pas. Mais Dieu merci, il y a de l'accompagnement des ONG pour justement
accompagner ces filles-là à rester à l'école. Alors, sur le plan économique, comme il a dit, il y a aussi que le fait que l'orpaillage de plus en plus attire. Et ça, il est, à mon avis, il est assez difficile de les empêcher, mais il faut les encadrer. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans les mines, la plupart des gens qui conduisent les grands engins, les engins miniers, viennent d'autres pays où ils ont de l'expérience. Donc, il faut créer des écoles qui permettent justement à ces jeunes-là d'apprendre à conduire une pelleteuse, d'apprendre à conduire un gros camion pour s'insérer dans le tissu économique parce que justement, on a de la ressource locale. Donc, il y a aussi ça, mais il y a le fait aussi que quand vous regardez au niveau des femmes, vous avez regardé les femmes et les filles déplacées internes, beaucoup ne voulaient plus partir à l'école d'eux-mêmes. Ils voulaient un métier, mais les formations pour les amener à être plus actifs sur le terrain, au début, posaient problème. Là aussi, on a commencé à trouver les solutions. On a formé des femmes à la saponification, on a formé les femmes aux activités génératrices de revenus. On a essayé de trouver des solutions alternatives. Donc, ce sont ces freins économiques-là, par exemple, qui, et culturels, on ne peut pas tout citer, c'est vrai que c'est de mémoire qu'on parle, mais qui agissent justement sur la déscolarisation. Voilà. Mesdames, Messieurs, comment améliorer l'offre éducative au Burkina Faso? Quelques acteurs du système éducatif se prononcent dans ce micro-trottoir réalisé à Ouagadougou et Koudougou. Suivons donc. Ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'offre éducative, d'abord il faut une vraie volonté, une volonté forte, une volonté politique forte. Faire de l'éducation une priorité. Il faut des enseignants qualifiés et en nombre suffisant. Et pour ces enseignants-là, qu'on leur garantisse en tout cas la formation continue. Autre chose qu'il faut vraiment prendre en compte, il s'agit de l'implication des communautés. Les communautés, les parents d'élèves, les organisations de la société civile dans le suivi des politiques éducatives. Actuellement, on voit que l'enseignement général bat vraiment l'enseignement technique. Et cela, je propose en fait qu'on essaie en fait de modifier légèrement la façon de faire en fait de l'école, l'enseignement général, en insérant l'élément technique. Pour améliorer l'offre éducative au Burkina Faso, je pense que cela passe nécessairement par avoir un bon cadre de formation et d'avoir des centres de formation adéquats avec le matériel éducatif qu'il faut. Il faut aussi intégrer les nouvelles technologies. La situation de l'éducation donc, dans la région de Yatega, il faut saluer les efforts qui sont faits par le gouvernement et l'ensemble des partenaires techniques et financiers, également aussi par les ONG, également les associations de développement également dans la région, et également donc l'ensemble des communautés éducatives. En termes de chiffres, quand on parle par exemple déjà de taux de scolarisation, de maintien jusqu'à l'achèvement, et ces taux sont assez satisfaisants pour la région Nord. Malgré le contexte sécuritaire assez difficile, les efforts énormes ont été déployés par l'ensemble de ces acteurs-là pour pouvoir effectivement donc, permettre la continuité éducative dans cette région de Yatega. C'est satisfaisant, mais on peut toujours améliorer. On a un problème d'espace dans les classes là. Le dernier élément que je vais ajouter aussi, c'est le matériel. Bien vrai, l'État fournit d'efforts par rapport à ça. Mais on en a toujours besoin. Et même au niveau même de nous qui sommes dans le milieu là, des formations. Si toutes ces conditions sont réunies, vraiment, on peut s'attendre à de beaux jours pour en tout cas, notre système éducatif. Pour vraiment une amélioration de l'offre éducative, c'est vraiment rapprocher les structures éducatives à la population. Il y a aussi qu'il faut sensibiliser davantage la population à l'acceptation vraiment de ces structures éducatives-là. Et aussi au niveau des infrastructures, il faut en tout cas multiplier les efforts pour pouvoir construire en quantité et en qualité surtout.
pour pouvoir être pérenne dans la durée. Retour sur ce plateau, tout de suite avec ce VTR, j'ai pu noter qu'il faut plus d'enseignants qualifiés, des enseignants en nombre. On décrit également un enseignement trop général. Monsieur Ki, en 2025, un pays qui a de l'ambition, c'est forcément que pour un système, en tout cas éducatif, percutant, qui produit des résultats, il faut beaucoup de moyens. Et là, ce qui a été dit dans ce VTR prouve qu'on a encore beaucoup de défis. Oui, en tout cas, les défis sont énormes, mais nous n'allons pas baisser les bras. C'est pourquoi donc, au niveau donc, de l'État, il y a déjà ce qu'on appelle l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, qui est déjà vraiment une grande vision qui va améliorer, qui va booster vraiment la qualité de l'éducation. Et également, depuis 2013, notre pays a enclenché donc la construction de nouveaux curricula. Vous savez que les programmes actuels qui sont en usage à l'école primaire datent de 1989-90. Donc, nous avons entamé donc une relecture, une reconstruction de ces programmes-là pour les adapter aux réalités non seulement socio-culturelles de notre pays, mais en visant aussi le contexte international. Et en plus de ça, nous venons d'entreprendre un certain nombre d'innovations qui vont vraiment changer la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Il s'agit notamment donc de l'introduction des métiers dans le système éducatif, l'initiation des enfants à la langue anglaise, l'introduction même des langues nationales dans le système éducatif, avec vraiment beaucoup d'aspects liés donc au renforcement de capacités, et puisque chez nous on dit que pour que l'eau coule, la source doit être plus haute que la fontaine. Donc il faut que les enseignants soient suffisamment bien formés pour pouvoir dispenser donc des cours de qualité. Justement, des enseignants bien formés. Où en est-on avec la formation continue des enseignants? Bon, il est vrai qu'au regard donc de l'insuffisance des moyens ces derniers temps, cet aspect a pris vraiment un coup sérieux. Ça a pris un coup sérieux. On n'est pas arrivé vraiment à assurer de façon permanente la formation continue des enseignants sur le terrain. Mais je crois que ce n'est que partie remise. Avec la situation sécuritaire qui est en train de s'améliorer, je crois que l'État va s'y pencher et allouer donc un budget conséquent à ce volet-là, parce qu'on sait que sans formation, un enseignant ne peut pas être à la hauteur. Surtout dans un contexte avec beaucoup d'innovation, il le faut réellement. Il y a la qualité, mais aussi le nombre même des enseignants. Ça a été dit dans le VTR que nous avons regardé tout à l'heure. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Burkina Faso d'avoir suffisamment d'enseignants dans les salles de classe? Nous avons suffisamment d'enseignants dans les classes. Qu'est-ce qui justifie justement ces types de cris de cœur qu'on entend de la part des acteurs? Bon, c'est des appréciations personnelles. Quand on n'est pas dans le système, de loin, souvent, on porte certaines appréciations qui sont parfois loin de la réalité. Sinon, aujourd'hui, je peux vous dire que actuellement, il y a dans les classes actuellement 2 à 3 enseignants par classe. Et je crois que c'est ce qui a permis même de mettre les enfants dans de bonnes conditions d'apprentissage afin d'atteindre ce niveau de qualité-là. C'est pourquoi également nous avons développé un concept qu'on appelle le co-enseignement. Compte tenu qu'il y a beaucoup d'enseignants dans les classes, nous avons développé cette innovation-là pour que les enseignants, lorsqu'ils sont dans la classe, ne se gênent pas, pour que chacun soit utile vraiment à l'acquisition des connaissances au niveau des apprenants. Monsieur Sankara, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous confirmez qu'au Burkina Faso, sur le terrain, il n'y a pas de déficit en termes d'enseignants? À notre connaissance, avec les informations que nous avons avec nos représentants sur le terrain, je pense qu'il n'y a pas un problème de déficit. C'est un problème de répartition et d'organisation de ces enseignants. J'allais dire même qu'il y a plus d'enseignants même dans certaines écoles, il y a plus d'inspecteurs même dans certaines circonscriptions. Et je sais que j'ai échangé avec des inspecteurs, avec des directeurs d'école. Je dis, mais ces résultats de cette année, est-ce que ce n'est pas parce que dans une circonscription d'éducation de base, il y a beaucoup d'inspecteurs. Et je pense qu'ils se sont organisés où chaque inspecteur a au moins 5 écoles, de ces 10 écoles encadrées. Et ils ont mis l'accent sur les classes de CM2. Est-ce que ce n'est pas ça qui a favorisé ce qu'on appelle les résultats? Ils disent qu'en tout cas, ça fait partie des éléments qui ont favorisé ce qu'on appelle les bons résultats. Donc, c'est dire que je pense qu'il n'y a pas un problème contre des déficits d'enseignants, mais c'est une question d'organisation. D'accord. Selon les textes, combien d'élèves faut-il dans une classe?
Bon, de façon générale, nous sommes à environ 49 élèves par enseignant. Mais pourtant, dans des écoles, un enseignant peut se retrouver facilement avec 80 élèves dans une salle de classe. Mais ça, ce n'est pas un déficit d'enseignants, c'est un déficit d'infrastructure scolaire. C'est un déficit d'infrastructure scolaire. C'est aussi l'autre défi à relever. Oui, c'est un autre défi à relever. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, là, on propose maintenant de construire les écoles à niveau. Voilà, pour ne pas occuper trop d'espace, voilà, pour gagner en tout cas de l'espace. D'accord. Voilà. Allez-y. Oui, et pour parler tous des défis, depuis 2 ans, le CCEB a identifié 3 défis majeurs qu'il pense qu'en trouvant des solutions à ces 3 défis, on peut améliorer le système éducatif. C'est la révision des programmes, qu'ils appellent le document qu'on appelle le COC, le cadre d'orientation du curricula, qui est en cours de révision, et je pense que c'est en train d'être expérimenté sur le terrain. Et comme disait le représentant du ministère, le programme date depuis 1989. Ce n'est pas adapté. Donc il faut vraiment réformer. Le deuxième défi, c'est la question enseignante. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, si l'enseignant n'est pas dans les meilleures conditions, il ne peut pas donner les résultats qu'il escompte. Donc, c'est vraiment motiver les enseignants en termes de formation initiale, de formation continue et de matériel et de cadre pour pouvoir bien travailler. Et quand il y a ce minimum-là, on pense qu'on peut avoir de bons résultats. Et le dernier défi, c'est la participation communautaire. L'État seul ne peut pas tout faire. Et nous avons été compris et nous avons été accompagnés, nous avons accompagné l'initiative présidentielle l'IPEC dans l'élaboration du décret portant conseil de l'école. Parce que nous, on était déjà en avance, parce que nous, on a trouvé que depuis 15 ans, le CCEB est dans la participation communautaire, la formation des APE, la formation des AME, la formation des COGES. On s'est rendu compte sur le terrain qu'il faut une fusion. Et nous avons commencé le processus à partir d'une étude que nous avons faite dans les 13 régions qui ressort qu'il le faut. Et le gouvernement est dans cette dynamique, donc vraiment c'est salutaire. Maintenant, le problème, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre, si ce n'est pas bien expliqué, ça peut avoir des difficultés dans la mise en œuvre. On pense qu'à partir de ce conseil de l'école, c'est vraiment organiser des séances d'information, de formation au niveau de tous les acteurs, que ce soit au niveau national, au niveau déconcentré et même des bénéficiaires. Vous parliez également tantôt de motivation. Et au titre des motivations, justement, l'État a instauré ce qu'on appelle les cantines scolaires. Aujourd'hui, cette question draine beaucoup de passion. Où en sommes-nous avec la réalité du terrain aujourd'hui? C'est à moi que la question est adressée. Oui. Les cantines scolaires, des études l'ont montré, ont un impact très positif sur les enfants. Alors qu'au Burkina Faso, on constate qu'en fait, il y a une livraison tardive des vivres dans les écoles. Et donc, ça occasionne des décrochages dès les premiers instants. Prenons par exemple, la rentrée a lieu en septembre-octobre. Ça coïncide avec la période où les récoltes ne sont pas tout à fait arrivées à maturité. Et on demande aux élèves d'aller en classe. Les parents ont besoin de ces mêmes enfants pour les aider à la maison. Mais l'enfant qui va à l'école, il va pour y trouver quelque chose. Quand il va et qu'il y a à manger, il ramène souvent une partie même à la maison pour ses frères. Donc ça lui permet de continuer à étudier. Alors que ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ces vivres-là sont livrés avec 3-4 mois de retard. Pendant ce temps, il y a des enfants qui ont décroché. Du fait que quand ils vont à l'école, ils reviennent le ventre vide. Et le soir, dans certaines zones, ce n'est pas sûr qu'il ait quelque chose pour se mettre sous la dent. Donc ça fait que les cantines sont fondamentales. Et il faut que l'État livre les cantines au plus tard, par exemple mi-septembre, voilà, pour permettre aux enfants justement de rester à l'école. Et ça va permettre justement aux enfants de continuer à étudier. Et le projet cantine scolaire du ministère de l'enseignement de base, ils ont fait des études eux-mêmes, ils l'ont vu. Ça a un impact très positif sur le maintien des enfants à l'école. Et c'est fondamental de regarder et la qualité des vivres et les dates de livraison des vivres. C'est ce que je peux ajouter. Monsieur Ki, si on est tous unanimes que cette cantine scolaire a un impact positif sur l'école, pourquoi tant de retard? Qu'est-ce qui ne va pas avec la logistique? Bon, en tout cas, c'est un peu difficile ces derniers temps. C'est pourquoi d'ailleurs, donc,
il y a un processus donc, qui a été entrepris, il y a un avant-projet de loi qui porte donc sur la nutrition et l'alimentation des élèves qui est en cours d'élaboration. Donc ce document est assez avancé et il y a eu donc un atelier donc, j'allais dire de prévalidation en octobre passé et le document a encore été relu en début janvier et présentement le document est entre les mains des autorités et je crois que ça va passer donc les étapes parlementaires puisque comme c'est une loi, voilà, avant d'être disponible et mis en œuvre. En tout cas, sinon pour le moment, parce que bon, là aussi il faut se dire que après les récoltes, on se dit d'abord que les enfants ont toujours à manger. À partir de octobre, novembre, décembre, donc ils ont à manger et on développe ce qu'on appelle la cantine endogène. Donc ça, c'est déjà une participation communautaire qui permet à chaque parent de contribuer voilà, donc à la mise en œuvre donc, de la cantine au niveau des écoles, là, en contribuant avec du maïs, du haricot, les vivres en tout cas qu'on a sous la main pour permettre aux enfants là, de se restaurer en attendant donc la dotation de l'État qui prend souvent un peu de temps. Monsieur Sankara, dites-nous, que fait concrètement le CCEB pour améliorer la qualité des apprentissages? Et le CCEB, comme je le disais tantôt, est un réseau d'organisations de la société civile qui contribue au développement de l'éducation. Nous, au niveau du CCEB, nous accompagnons le ministère dans la mise en œuvre de sa politique. Le CCEB n'a pas de politique, le CCEB accompagne la politique du ministère. Et le CCEB interpelle, fait le plaidoyer par rapport à ce qui est fait, ce qui est écrit, les documents qui existent. Si le ministère dit qu'on va construire telle école, on va avec ce qu'on appelle les normes, le CCEB, à travers ses représentants, suit, et nous on fait la synthèse, on interpelle le ministère par rapport à tel point, en tout cas il y a des insuffisances, il y a des difficultés, il faut améliorer. Aussi le CCEB essaie de mettre en œuvre un certain nombre de projets accompagnés du ministère dans la mise en œuvre de ces projets. Le CCEB développe des initiatives qu'il partage avec le ministère, comme la question de l'éducation sociale et financière. C'est le CCEB qui accompagne le ministère au niveau surtout secondaire pour intégrer ça dans l'éducation civique et morale. Donc, les ONG membres du CCEB contribuent véritablement à travers d'autres qu'on appelle pans de l'éducation. Et pour être concret, justement, nous allons voir ce VTR qui revient en tout cas sur ce que le CCEB fait concrètement sur le terrain. On regarde et puis on revient. CCEB signifie cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. C'est une organisation qui a été reconnue le 27 octobre 1998. Comme principale mission, c'est l'optimisation de la concertation et la coordination entre les ONG et associations intervenant en éducation formelle et non formelle. Dans le cadre de Faso Veille, nous sommes sur le volet éducation et formation, où nous sommes sur un projet qui est ici l'amélioration de la qualité de l'offre éducative et de formation au Burkina Faso dans le secteur de la participation communautaire, de la révision des curricula et de la valorisation de la question enseignante. On a conduit des études et à l'issue des études, nous avons relevé des insuffisances, surtout au niveau de la cantine scolaire, des infrastructures, des manuels scolaires qu'il faut revoir et arriver à doter les écoles de manuels, cantines à temps et avec une quantité suffisante et de qualité. Et nous avons, à l'issue de ces études-là, formulé des recommandations et nous l'avons transmise aux autorités. Donc, je pense que si ces recommandations sont prises en compte, on aura une amélioration, en tout cas au niveau de l'éducation. Retour sur ce plateau, à l'instant, les actions du CCEB, leur contribution dans le système éducatif ici au Burkina Faso. Christophe Yen, je me tourne vers vous. Quelle est votre vision personnelle pour une éducation inclusive ici au Burkina? C'est vrai que l'éducation inclusive est un concept
la mode. Mais au-delà du concept qui est à la mode, c'est une nécessité. L'éducation inclusive est une nécessité parce qu'en fait, quand on parle d'inclusion, ça doit prendre tous les enfants qui ont le droit d'aller à l'école, y compris les enfants vivant avec un handicap. Donc aujourd'hui, si vous prenez au niveau, je prends des exemples très simples, vous prenez au niveau des latrines dans les écoles, vous allez constater qu'en fait, il y a certains enfants qui souffrent de certains handicaps, mais les latrines ne les prennent pas en compte. Donc pour ce genre d'enfants, aller à l'école et puis ne pas pouvoir satisfaire ses besoins quand on en a envie peut décourager. Vous avez évoqué la question des enfants avec des handicaps visuels et dont le secrétaire exécutif du CCEB a évoqué les actions qui sont en train d'être mises en œuvre dans ce sens. Ils ont aussi besoin d'un accompagnement. Et jusqu'à même, je dirais, à la fin du secondaire. Parce qu'en fait, dans les écoles, il faut des enseignants spécialisés pour les encadrer. Parce qu'en fait, ils ont les mêmes performances que les autres quand le dispositif pédagogique existe, avec le matériel didactique qui va avec. Donc, si tout ça est réuni, évidemment, on va prendre en compte des gens qui sont laissés de côté. Donc, je parle aussi, aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'enfants trisomiques qui ont aussi besoin des cadres spécialisés pour les prendre en compte. En plus de ça, on a évoqué la question des infrastructures, qui est une question fondamentale dont j'effleure en parlant. Il faut construire des infrastructures qui sont adaptées à toutes les catégories d'enfants et à tous les besoins éducatifs de notre société. Ça permettra à chacun, selon son talent, d'évoluer et d'être pris en compte dans la société et aussi en retour de contribuer au développement de la société. D'accord. Donc pour une éducation inclusive, il faut que chacun mette la main dans la pâte. Comment justement impliquer les communautés locales? Bien évidemment, les communautés ont leur part. C'est d'ailleurs, je crois, ce pourquoi le CCEB s'est battu durant des années pour qu'on mette en place ce qui remplace les parents d'élèves aujourd'hui pour repenser l'apport des communautés. L'État aussi, comme le disait le représentant du MENA-PLN, s'appuie sur les communautés. Mais il faut des actions fortes pour que les communautés s'approprient l'école. Voilà, l'école n'est pas seulement le fait de l'État, c'est aussi le fait des communautés. Et dès que les communautés s'approprient l'école, elles vont contribuer volontairement sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Par exemple, dans la mise en place, vous avez constaté avec le déplacement des populations dues au terrorisme, dans la mise en place des centres d'accueil, il y a certaines populations qui ont cédé des territoires. Mais en cédant ces territoires, au début, on a oublié que les populations accueillies avaient aussi les mêmes problèmes que ceux qui les accueillaient. Donc, en traitant les gens sur le même pied d'égalité, ça permet des synergies entre ceux qui arrivent et ceux qui sont là pour créer des dynamiques communautaires qui permettent justement d'asseoir une école dans laquelle chacun se retrouve. Merci. Monsieur Victoré, quelle politique spécifique aujourd'hui le gouvernement met-il en œuvre dans le cadre de l'inclusion dans ce domaine? Ok, question pertinente. Donc, au niveau de l'éducation inclusive, je crois que nous avons, au niveau du MENA-PLN, excusez-moi, il y a déjà une direction qui est chargée donc, de l'éducation inclusive. Alors, donc, avec cette direction, des stratégies sont développées pour prendre en compte tous les apprenants pour leur donner donc une éducation de qualité. Parce que comme l'a si bien dit, si je me rappelle bien, Dr Émile Zoukman, ce ne sont pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. Ça veut dire que ces enfants-là, malgré leur handicap, malgré tout ce qu'on pense d'eux, ils ont droit à une éducation et une éducation de qualité. Et comme docteur l'a évoqué tout de suite, ce n'est pas parce qu'ils ont quelques impotences qu'ils n'ont pas des compétences. On peut développer en eux des compétences malgré leur état. Donc, à travers donc, cette direction-là, il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place, que ce soit au niveau même déjà des infrastructures, comme on en a parlé tout de suite. Il faut construire des infrastructures et tenir compte des besoins de ces apprenants à besoins spécifiques-là. Donc, en créant donc, les rampes d'accès, même au niveau des toilettes où ils doivent se soulager, il faut faire ça. Mais également, au niveau des méthodes pédagogiques, il faut en tenir compte. Parce que la prise en charge d'un apprenant qui a des besoins spécifiques, ce n'est pas la même chose que les enfants dits ordinaires. C'est pourquoi, lorsqu'il y a certains apprenants qui ont des déficits assez lourds, les cas lourds, il faut les faire passer d'abord dans ce que nous appelons les classes transitoires d'inclusion scolaire pour une prise en charge par des spécialistes dans le domaine, avant maintenant de les insérer dans les écoles
dites ordinaires pour qu'ils puissent être, en tout cas avec les autres. Il ne sert à rien de les isoler. Dans le temps, c'était des écoles spéciales. Bon, ça les écartait aussi de leurs camarades, ce qui n'est pas intéressant. Merci, Monsieur Ki. Monsieur Hassan Sankara, à entendre en tout cas le développement des uns et des autres, on se rend compte qu'il faut une synergie d'action entre OSC, État et communauté locale. Pour vous, comment cette synergie devrait-elle se matérialiser sur le terrain? Sur le terrain, je pense qu'il y a un début, quand on prend le conseil de l'école. Ce qui est intéressant dans notre approche que nous avons eue, et je pense que c'est ça qui sera fait au niveau du conseil de l'école doit être une affaire de toute la communauté. Avant, c'était ceux qui avaient leurs enfants à l'école. Maintenant, avec cette approche, le conseil de l'école, c'est toute la communauté qui doit contribuer au développement de l'école. Ça, c'est le premier aspect. Au niveau des partenaires techniques et financiers, il faut que le partenaire technique qui veut appuyer pour le développement de l'éducation part de la politique du ministère. Ne viennent pas avec parce qu'on est dans telle orientation, nous on veut le faire. Non, on doit s'en tenir aux besoins réels du ministère, aux besoins réels du terrain. Et les communautés aussi, c'est la même chose. Les organisations, les ONG, associations doivent tenir compte des réalités du terrain, des besoins et non pas des résultats. C'est ça toute la difficulté. En ce moment, on peut avoir une synergie, on peut contribuer au développement de l'éducation au Burkina Faso. Est-ce qu'il faut peut-être aller jusqu'à créer une fêtière unique pour les OSC, les ONG dans le domaine de l'éducation, afin de mieux cadrer les interventions? Est-ce que c'est votre point de vue? Bon, ça ne peut pas être notre point de vue parce que le CCB seul constitue un réseau de 200 membres. Mais on ne peut pas dire que toutes les autres ONG, structures doivent être membres du CCB. Non, l'essentiel, c'est vraiment contribuer au développement. Quand je prends une localité, vous arrivez dans une région, il y a la politique du ministère qui existe, vous devez partir de la politique qui existe, la carte éducative. Mais vous ne devez pas partir parce que votre partenaire financier dit de construire telle école dans telle localité, mais il faut partir de la carte éducative. En ce moment, on doit pouvoir avoir toutes les informations. Ça, c'est un. Et les structures qui existent doivent avoir qu'on appelle des conventions avec le ministère, être reconnues. Et chaque année, produire un rapport adressé au ministère de tutelle et au ministère de l'économie et des finances pour reconnaître votre existence, votre contribution au niveau du développement de l'éducation. Parce que présentement, il y a des situations qui se prennent sur le terrain où on est en train de résilier, en tout cas on est en train de fermer des ONG. Je pense que tout cela, bon, ça doit être qu'on appelle recadrer et pouvoir mieux contribuer au développement de l'éducation. Mesdames, Messieurs, faisons un tour sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un formidable outil d'information, mais aussi un terrain fertile pour les fausses informations et les contenus tronqués. Aujourd'hui, Faso Check, plateforme burkinabé de fact-checking, dans cet élément que nous allons suivre, nous parle de la gratuité de l'école. L'école est-elle devenue totalement gratuite au Burkina Faso? Qu'est-ce qu'on peut lire depuis des mois sur les réseaux sociaux? Une citation attribuée au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, affirmant que l'éducation est désormais gratuite de la maternelle à l'université. Les détails à travers cet élément signé Rabiatou Congo. Depuis avril 2025, plusieurs pages sur les réseaux sociaux citant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, annoncent en ces termes: l'école est 100% gratuite au Burkina Faso, de la primaire à l'université. Certaines de ces publications disent même que la mesure serait entrée en vigueur en mars 2025. Mais ce n'est pas exact. Les auteurs de ces publications font référence à une déclaration supposée du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, faite en mars 2025. En effet, dans un discours qu'il a prononcé à Ziaré, le 22 mars 2025, il parlait bien d'éducation, mais en aucun moment il a annoncé la gratuité totale. En réalité, les internautes ont mal compris et interprété une de ces déclarations faites le 9 octobre 2024 lors de son entretien à la radio nationale du Burkina. Il avait expliqué que l'un de ses objectifs était que l'éducation soit gratuite au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'enseignement du premier degré est gratuit depuis 1965, conformément au décret 289 bis du 3 août 1965. Ce décret, à son article 3, dispose que l'enseignement du premier degré est gratuit en ce qui concerne la période soumise à l'obligation scolaire.
Cette mesure a été renforcée par la loi 0013-2007 AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation. L'article 6 de cette loi stipule que l'enseignement de base est gratuit. La gratuité exclut le versement d'une somme quelconque au titre des frais d'inscription et ce tout au long de la période de scolarité obligatoire. Aucun élève ne peut être inquiété, être exclu temporairement ou définitivement, ni faire objet d'une rétention de ses résultats scolaires pour cause de non-paiement d'une quelconque contribution. L'article 4 de cette même loi précise que l'enseignement de base est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Toutefois, cette disposition ne concerne que les établissements publics. Les écoles privées ne sont pas soumises à cette obligation de gratuité. Et selon Adair Zoukouri, chargé de projet au cadre de concertation des OSC et associations actives en éducation de base du Burkina Faso, malgré cette gratuité, il arrive que des frais connexes soient demandés aux parents d'élèves par certaines associations de parents d'élèves dans les écoles publiques. Retour sur ce plateau. Merci à notre partenaire Faso-Tchèque, Victorien Nki. Vous représentez le ministère ce soir. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ok, donc parlant donc de la gratuité de l'éducation au niveau de l'éducation de base, et comme on l'a si bien entendu, et la question a été recadrée. Voilà, la gratuité, c'est le fait de ne pas demander des frais d'inscription à un enfant lorsqu'il vient s'inscrire à l'école primaire. Voilà, ça c'est proscrit. On ne peut pas aussi le chasser parce que bon, il n'y a pas de frais à payer en réalité. Et en plus de ça, la gratuité aussi, c'est la dotation des élèves en manuel scolaire. Alors lorsque les manuels scolaires sont là, ils sont mis à la disposition gratuitement aux apprenants. À un moment donné, même les fournitures, il y avait un minimum de cartable minimum qu'on donnait aux enfants et tout cela contribue à la gratuité de l'école. Il est vrai que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour payer vraiment toutes les fournitures au complet, mais le minimum pour que l'enfant puisse débuter l'année est déjà remis à l'enfant. S'il arrive qu'un élève était mis à la porte parce qu'il ne se serait pas acquitté de ses obligations en termes de cotisation, quelle est la sanction prévue? Pas en termes de cotisation. Au niveau de l'État, il n'y a pas de cotisation. C'est au niveau des parents d'élèves. Les parents d'élèves sont des structures autonomes. C'est des associations de la société civile. Ils ont leur organisation, ils ont leurs textes fondamentaux qui les assignent à ces obligations-là. Voilà. Si au niveau de cette association, vous êtes membre et vous êtes entendu au niveau de votre assemblée générale, vous dites que vous avez des cotisations de tant de francs, en tant que membre, tu dois honorer tes cotisations. Voilà. Sinon, au niveau de l'État, en tout cas, aucun agent de l'État ne va inquiéter un apprenant par rapport à des frais de scolarité. Je pose cette question parce que la situation est récurrente dans les salles de classe publiques au Burkina Faso. Quotidiennement, des élèves sont mis à la porte parce qu'ils ne se sont pas acquittés justement de ces frais de scolarité. Bon, en tout cas, si nous sommes au courant de ces pratiques-là, nous allons en tout cas châtier les intéressés. Qu'est-ce que les textes ont prévus? Les textes ne prévoient pas de frais d'inscription à l'école primaire. Vous amenez votre acte de naissance, on vous inscrit à l'école et vous suivez les cours. Maintenant, il y a les partenaires de l'éducation qui sont les parents, les associations des parents d'élèves qui aussi contribuent à certaines dépenses de l'école. C'est eux qui sont organisés et c'est de commun accord qu'ils ont arrêté ces frais-là. Donc, il n'y a pas d'ingérence de l'État dans leur mode de fonctionnement. Même si elle tente de violer ce que l'État même a prévu. Et la fourchette de ces frais? Bon, je ne suis pas vraiment... Non, on comprend parfaitement. Vous ne représentez voilà, pas, je ne représente pas cette structure-là. On vous comprend voilà, parfaitement. au risque donc de donner de faux chiffres, je préfère me réserver sur la question. Il est peut-être temps de donner la parole au public. Nous allons donner la parole au public qui, je rappelle, ce soir est composé des membres du CCEB et de la Fondation Hirondelle. Donc, si vous avez une suggestion, une question, vous présentez et puis vous adressez votre question à nos invités sur ce plateau ce soir. La parole à qui veut la prendre? Une suggestion? Commentaire aussi? Un commentaire? Allez-y. Ok, merci. C'est pour saluer donc vraiment cette assise-là qui touche du doigt
un des problèmes cruciaux que vit le Burkina Faso, qui malgré justement le contexte, continue d'être debout. La résilience est là, c'est vrai, mais c'est difficile. Cependant, il y a des problèmes quand même qui minent notre système en termes de participation communautaire. Si je prends la dernière partie de ce que vous venez d'évoquer, c'est vrai, si les parents d'élèves ne comprennent pas leur rôle et leur responsabilité dans l'accompagnement de l'éducation de leurs enfants et dans l'animation de la vie scolaire, il va de soi que ce soit les enfants qui subissent les lois de leur structure. Sinon, lorsqu'on dit cotisation de parents d'élèves, l'enfant n'est pas dans l'association. Il ne peut pas subir des conséquences de cette association parce que son papa est pauvre. C'est pourquoi d'ailleurs l'État a rendu gratuite l'école pour permettre aux enfants des pauvres également d'y accéder. Donc, la communauté devrait s'organiser de sorte à accompagner l'élan de l'État, accompagner l'éducation de leurs enfants, tout en se disant que l'enfant de Guaman est l'enfant de toute la communauté. Ce n'est pas parce que Guaman est pauvre que son enfant doit subir son état, alors que l'éducation est un droit. Et ce droit-là, ça ne se négocie pas. Ensuite, il y a le cas, vous avez parlé des effectifs qui ont diminué. Le secrétaire exécutif, tout à l'heure aussi, a fait le cas de certaines déperditions liées aux conditions de vie et aux perspectives qu'offre notre système. Lorsque l'enfant va à l'école et qu'il trouve que ses grands frères ont fini l'université, ils sont là, il n'y a rien à faire, alors ils sont vite captés par d'autres camarades qui ont aussi abandonné, qui se sont rendus sur des sites déconseillés, les sites d'orpaillage, qui ne sont pas des milieux pour des enfants en âge scolaire. Non seulement il y a trop d'effets sur sa santé, et on ne va pas compter les autres effets de l'activité sur l'environnement, etc. Et sur la santé surtout. Donc ça fait que effectivement, il y a des zones où la déperdition scolaire pour fait d'orpaillage est vraiment très, très, très élevée. Et il faut effectivement que les autorités veillent sur ce côté-là afin que nos enfants ne délaissent pas l'école pour d'autres horizons. Ce n'est même pas au Burkina, en Guinée, au Sénégal, au Mali, au Ghana, etc. Des enfants arrivent à quitter l'école pour s'y rendre. On a déjà évoqué ce cas à Manga avec Faso Veille. Il y a certes des enfants qui, arrivés là-bas, vivent des expériences qui ne sont pas vraiment bien et qui reviennent et qui acceptent de repartir à l'école. Et le travail du CCEB également, dans certaines zones d'intervention avec des partenaires, nous travaillons à retirer ces enfants d'âge scolaire qui ont abandonné l'école et qui se retrouvent sur les sites, mais pour cause pauvreté des parents. Et si le parent, lui, est orpailleur, si toute la famille s'y trouve, l'enfant est obligé d'y être. Et s'il n'y a pas de structure éducative à côté pour récupérer ces enfants, alors ils ne peuvent qu'être une main-d'œuvre gratuite pour... voilà. L'autre pan, c'est la participation communautaire. Dans la zone où les parents d'élèves ont été suffisamment outillés, sensibilisés, formés, franchement, ça explique le progrès des résultats scolaires dans des zones où nous intervenons, où durant 3-4 ans, les résultats ont été évolutifs. Parce que les communautés ont compris que c'est vrai, l'État leur a offert un établissement pour l'éducation de leurs enfants. Ils s'en ont approprié à travers des actions vraiment communautaires, des actions d'entente avec la communauté éducative, de compréhension mutuelle, et la question de la cantine endogène là-bas, c'est devenu une routine. Présentement, il y a des parents qui sont en train de produire pour la rentrée prochaine. Il y a des champs scolaires. Mieux, il faut également impliquer les enfants dans leur propre éducation, qu'ils arrivent à mener des actions aussi pour animer la vie scolaire, pour montrer qu'ils sont là également pour apprendre. Ils ne sont pas des gens pour réceptionner tout simplement.
Et pour ça, on a mis en place des organisations d'enfants qu'on appelle gouvernement scolaire et club de filles qui apprennent déjà des métiers du milieu. Le jardinage, la saponification, la récupération d'objets usagés et des fabriques d'objets utilitaires. Alors, comment un enfant qui va à l'école, qui est dans un groupe où il est leader, où il a des camarades qui sont vraiment là pour l'aider à comprendre ce qu'il n'a pas compris en classe, va abandonner l'école? Non. Oui. Donc là-bas, le maintien, c'est OK. Ça veut dire que ce sont des actions qui peuvent être mises à l'échelle pour que tous les enfants puissent en tout cas être maintenus à l'école. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. D'autres interventions par là, à ma droite toujours? Sinon, on va basculer rapidement par là. Pas d'intervention par là? Non? C'est bon? Alors, par ma gauche maintenant, y a-t-il des interventions, des questions, des suggestions, des commentaires? Allez-y, madame, présentez-vous, tenez le micro. Ok, merci bien. Je suis madame Raïssé Zouri Adé. Je suis au niveau du CCEB comme chargée du projet. Je voulais juste apporter un commentaire en plus de ce qui est dit au niveau du reportage. Nous avons suivi les personnes qui ont intervenu. C'est ressorti effectivement que pour l'amélioration de la qualité de l'offre éducative au Burkina Faso, il y a un certain nombre d'éléments à respecter, des réformes à faire. Et en plus de ce qui est dit pendant ces reportages, moi j'allais juste ajouter qu'au niveau du CCEB, et comme les uns et les autres l'ont déjà souligné, nous sommes dans les régions où nous suivons effectivement ces activités éducatives. Ce qui a comme insuffisance, on a pu relever quelques insuffisances. Et on allait énumérer, par exemple, l'arrivée tardive des cantines scolaires qui ont été déjà relevées par un des participants au podium là-bas. Il y a aussi l'insuffisance des manuels et des guides pédagogiques pour assez grande quantité pour pouvoir mener à bien les activités pédagogiques. Et en fait, c'est en même temps un plaidoyer pour dire que pour qu'il y ait une amélioration au niveau de l'offre éducative au Burkina Faso, il faut réellement voir comment prendre en charge ces insuffisances. Et notre plaidoyer au niveau du CCEB, après les études que nous avons menées dans les 13 régions, et la remarque est partout, on voudrait quand même plaider pour que ces cantines scolaires soient dotées à temps au niveau des établissements. Parce que la remarque qui ressort, c'est quoi? C'est que l'arrivée tardive de ces dotations en cantine ou bien les insuffisances en manuel scolaire, ça impacte négativement les activités d'apprentissage. Surtout au niveau de la cantine, je reviens et j'insiste là-dessus. Au niveau de la cantine, on a le retour des populations, on a le retour de l'équipe pédagogique, le retour des enfants, des élèves, qui nous disent que l'impact de ce retard-là est vraiment, comment on va le dire, ça joue sur la scolarisation, ça joue sur l'assiduité des enfants à l'école et ça joue sur le maintien. Donc c'est vraiment un point très important et qu'on doit réellement voir comment arriver à résoudre ce problème. Donc, c'est un peu ce que j'avais comme apport. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. D'autres interventions par là? Allez-y, monsieur. Passez le micro derrière. Merci. Mon nom, c'est Jean-Gabou B. Emmanuel. Ce que je voulais suggérer, c'est deux choses seulement. C'est au niveau de site dehors là. Je ne sais pas si l'État pourrait suggérer un certain nombre d'âges pour nous, les jeunes, d'y aller. Parce que je vois que moi, je viens de Pau, Tchébélé. J'ai beaucoup d'amis qui ont abandonné l'école à cause de site d'or là. Tout, à peu près, on s'est décollé avec 25 amis comme ça. Je peux dire, on ne dépasse pas 5, 6 comme ça qui ont eu le bac. À cause de, il y a d'autres qui ont commencé à l'âge de 18 ans, 19 ans. Il y a 16 ans, il y a nos petits frères même de 15 ans. Je parle de ce que je connais, je ne parle pas des réseaux sociaux, ce que je vois. À l'âge de, je peux dire 10 ans même.
C'est parce que nous, on s'en foutait de l'argent que les gens utilisaient, qu'on a pu avoir le bac. Sinon, l'État peut donner un certain nombre d'âge. Par exemple, d'ici 26 ans, si tu peux aller là-bas. Sinon, lutter sans donner le nombre d'âge pour aller là-bas, je vois que ça serait inutile pour nous tous au pays. Merci, mais c'est déjà illégal. Personne n'autorise les enfants à se rendre sur des sites. Et ce que je connais. Je parle pas. C'est le constat sur le terrain, on sait. On fait tout ce constat en tant que journaliste. Nous allons sur le terrain aussi. Voilà. Et au niveau du truc cantine scolaire, là, moi je peux aller à peu près 9 km pour aller à l'école. Vous voyez que si tu vas revenir à la maison à midi pour manger, tu risques de ne plus aller. Moi, je fais le droit, donc j'aime éclaircir. Moi, des fois même, à 12 h, si j'arrive à la maison, moi je refuse d'aller à l'école encore, parce que c'est loin. Cantine scolaire qui peut venir en début du troisième trimestre. Vous voyez ça? À cause de ça même, il y a certains élèves qui abandonnent. Parce qu'au village, il n'y a rien même. C'est comme ça. C'est ce que je voulais. Merci beaucoup pour votre intervention. La critique question des cantines scolaires est revenue dans l'essentiel des interventions. Monsieur Ki, un dernier tour de table, une dernière réaction, 30 secondes avant qu'on mette fin à cette émission. Oui, allez-y, madame. Vous me permettez. Allez-y. Alors, moi, je voudrais juste revenir au niveau de... Présentez-vous avant, s'il vous plaît. Élise Ouedraogo, prestataire de CCEB. On vous entend difficilement. Retirez peut-être un peu le micro. Élise Ouedraogo, prestataire au niveau du CCEB. Alors, je disais que je voulais revenir un peu sur la question enseignante en ce qui concerne la valorisation des enseignants. J'ai eu à faire des échanges, à échanger avec des responsables de structures, je dirais des directeurs provinciaux, des directeurs régionaux. Je ne citerai pas les régions, les provinces. Mais ce qui ressort, c'est qu'il faut trouver un système de motivation pour les enseignants qui sont dans les zones à défi sécuritaire. Alors, beaucoup sont victimes, beaucoup sont sous la pression. Donc, pour maintenir ces enseignants et leur donner le courage de se donner et à même de risquer leur propre vie pour l'encadrement des enfants de Burkina Faso, il faut forcément trouver un système de motivation. Et ce qui est ressorti comme proposition, c'était que si au niveau du gouvernement, on pouvait trouver comme une sorte d'indemnité, voilà, pour les encourager, parce que les lycées là-bas, ils sont au même pied d'égalité qu'avec les autres enseignants, qui sont moins exposés qu'eux. Et d'autres même souvent sont victimes parce que leurs familles sont victimes des attaques. Et il a été même suggéré, si c'était possible, qu'on prenne les enseignants qui tombent également, quoi qu'on dise, il y en a, ça existe, qui tombent sur ces effets-là, que leurs familles, qu'on les prenne en compte. Et qu'il y ait un dispositif, en tout cas, qui puisse minimiser cette discrimination. Bon, je le dirais tel, mais peut-être ce n'est pas une discrimination. C'est peut-être que parce qu'on n'a pas encore réfléchi sur la question et qu'on prenne en compte justement ces cas d'enseignants qui tombent sur ces balles assassines-là. Et que les enfants, les élèves également qui tombent, que leurs parents puissent bénéficier d'une prise en charge. Voilà, voici autant d'éléments qui sont ressortis lors de nos échanges avec des responsables, je dirais, de l'éducation, et qui sont responsables de plusieurs provinces, de plusieurs, de toute une région. Donc, ça veut dire que c'est une question d'actualité et qu'il faudrait que le ministère s'y pense un peu. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. Rapidement, la sempiternelle question de motivation des enseignants qui interviennent dans les zones rouges. Quelle est votre opinion sur la question? Dernier tour de table et on met fin à l'émission. 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Hassan, allez-y. Bon, je pense que la motivation est réelle. Moi, j'allais appeler ces enseignants, les enseignants VDP de ces localités. Il faut des primes pour eux? Il faut des primes, il faut des motivations. Merci. Monsieur Ki? Oui, je suis d'avis
avec le secrétaire exécutif parce qu'ils sont suffisamment exposés. Si on peut les encourager plus, ce n'est pas mauvais. Mais déjà, il faut savoir que au niveau des salaires des enseignants, ceux qui sont en zone rurale ont plus d'indemnités que ceux qui sont en zone urbaine. Ça, il y a déjà cette mesure. Voilà, peut-être que ce n'est pas suffisant. Maintenant, avec la crise qui est venue s'ajouter, il faut peut-être revoir ça un peu à la hausse. Maintenant, par rapport à la question de cantine scolaire, je reviens là-dessus parce que c'est très déterminant. Comme on a l'habitude de le dire, ventre creux n'a point d'oreille. Hein. Ventre creux n'a point d'oreille. Si réellement nous pouvons faire de telle sorte que chaque enfant puisse bénéficier au moins d'un repas chaud, comme ça a été dit donc, dans l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, au moins ça peut aider vraiment les enfants à avoir de bons rendements. Merci bien, M. Ki. Oui, pour la question de la motivation, c'est normal, mais en plus de la motivation, il faut apporter un appui psychologique à la fois aux enseignants, aux élèves, parce qu'en fait, il y a des enseignants et des élèves qui sont victimes de traumatismes et qui n'ont pas eu de réparation ou d'accompagnement, qui sont encore dans les mêmes endroits. Donc, il faut les accompagner pour que justement l'enseignant retrouve toutes ses facultés pour enseigner et que les élèves, dès qu'ils entendent des bruits de moto, n'aient pas peur parce qu'on va venir ainsi de suite et que justement on puisse avoir la sérénité d'apprendre. Merci beaucoup. M. Ki, allez-y rapidement. Bon, c'est pour appuyer ce qu'il vient de dire, mais il y a déjà au niveau du MEVA-PLN un mécanisme d'indemnisation de ces genres de cas-là. Les enfants qui ont été victimes d'attaques, il y a un mécanisme pour les indemniser. Et les enseignants également? Oui, les enseignants. Il y a une prise en charge psychosociale aussi qui est donnée par le SP et STEJU. Voilà. Quel est le contenu de cette prise en charge? Bon, ce n'est pas un secret, bien sûr. Je n'ai pas, en tout cas, le contenu de cette prise en charge. D'accord. Mais le mécanisme existe. Merci beaucoup à Victorien Ki. Je rappelle que vous avez représenté le ministère donc, en charge de l'enseignement de base sur ce plateau. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci également à Hassan Sankara. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du CCEB, cadre de concertation des associations et ONG actives en éducation de base au Burkina Faso. Merci d'être venu. Merci à Christophe Ien, enseignant, chercheur dans le domaine des sciences de l'éducation. Mesdames et messieurs, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et à très bientôt pour d'autres numéros. Bonsoir. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité.